Est-ce que vous nous entendez? Oui, le président de session. Est-ce que je suis à la bonne session, s'il vous plaît? Tout à fait, monsieur. Vous êtes à la bonne présentation, c'est donc à la bonne séance. Donc, veuillez patienter, s'il vous plaît, et on va. Merci, monsieur, de votre amabilité. Parce que... Je vous en prie. Allah yakbar bik. Allah yakbar bik. Marhaba. Marhaba. Installez-vous là. Okay. Okay, nice meeting you too. Okay. Is it UNCDF? Yeah, I've never, actually, I didn't realize. I just needed. Thank you very much for being with us. We have excellent relation with the team here. And we have received also, what is it called? Yours is vice executive. Non, je veux dire, c'est une présentation à vue, quoi. C'est déjà envoyé. Ok, d'accord. Donc, je commence avec l'eau. Hein. Je commence avec vous. Hein. La première question. Hein. On vous a fait... Ah, vous n'avez pas présenté? Oui, oui. Oui, d'accord. Ok, d'accord. C'est bon.
Test 1, 2. Test 1, 2. Chers panélistes, chers participants, membres du réseau YEN, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à ce dernier événement parallèle de la journée et vous remercier de votre patience et de la patience des participants qui sont avec nous en ligne. Je suis Kerima Bounamra Ben Sultan, je suis la directrice de l'IDEP, l'Institut pour le développement économique et la planification, et j'ai le plaisir de vous souhaiter, au nom de tous les partenaires qui ont participé à l'organisation de cette rencontre, la bienvenue. Je souhaiterais également vous présenter mes sincères regrets pour le temps que cela nous a pris de démarrer cette session. Nous étions dans une autre session qui a pris plus de temps que prévu. Et justement, en construisant sur la teneur de la session qui a précédé celle-ci, nous étions avec un certain nombre de participants, près de 200 en fait, en train de discuter ce qu'il fallait considérer pour une croissance de 10% pour le continent africain. Et évidemment, lorsqu'on dit pour le continent africain, je dirais que c'est un abus de langage. Bien évidemment, tout cela va être décliné en fonction des pays, de leurs besoins, de leur contexte et de leur réalité. Donc, quand on veut ambitionner 10% de croissance, cela veut dire qu'on ambitionne de passer à la vitesse supérieure en termes de performance économique, en termes de performance sociale. Et de ce fait, il est important qu'on puisse associer à cette ambition d'une performance meilleure les moyens qui vont lui permettre de se réaliser pour qu'on ne reste pas dans la rhétorique et qu'on puisse réellement mettre en place des plans de développement qui soient en ligne avec les objectifs de performance que l'on souhaite atteindre. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé important de nous rencontrer autour des financements innovants, avec un panel de d'éminents experts qui vont présenter leurs vues, leurs expériences et avec vous discuter d'un certain nombre de recommandations sur la manière d'arrêter de faire du travail comme d'habitude, ce qu'on appelle en anglais le business as usual, et de réellement voir comment changer d'approche, arriver à insuffler une accélération dans nos développements. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, membre du réseau des jeunes économistes, un développement qui puisse, décroissance et un développement qui puisse bénéficier aux citoyennes et aux citoyens de ce continent, puisque, in fine, c'est ce que l'on recherche. Donc, monsieur le modérateur, messieurs les panélistes, puisque nous avons en tout cas ici en présentiel un panel très masculin, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite des débats très fructueux et je vous demanderai également d'excuser mon départ. J'ai une contrainte au niveau de notre management pour vous laisser avec nos différents participants. Merci d'être là, merci d'être venu et bonne délibération. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre la directrice de l'IDEP qui a
le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. C'est aussi un grand honneur pour moi de vous accueillir à ce panel de discussion sur une question très importante, celle du financement du développement. Ce n'est pas une question nouvelle, c'est une question qui existe depuis très longtemps, mais nous avons une problématique relativement nouvelle, quand bien même que certains pays ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. C'est des voies nouvelles. Ce sont en fait des alternatives. Et pour cela, nous allons discuter de ça avec des experts qui sont du gouvernement du Sénégal, des experts qui sont aussi sur la sphère internationale, mais aussi des experts qui sont dans le domaine de la recherche. Et nous allons commencer par nous poser une certaine question. Quand on parle de financement, etc., c'est quelque chose qui peut être concret comme qui peut être parfois ne pas être concret. On peut avoir un développement, la question qu'on se pose, on peut avoir des financements, la question qu'on se pose parfois, c'est l'efficacité de ces financements. Comment mesurer l'efficacité de ces nouveaux mécanismes? Comment mesurer l'efficacité de ces financements? Et c'est à ce niveau-là que nous allons avoir notre première présentation. J'espère qu'il est en ligne, le professeur Daffer. Je suis en ligne. Merci beaucoup, professeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons avoir beaucoup de mécanismes de financement du développement, mais il est aussi important de pouvoir suivre l'efficacité de ces mécanismes-là. C'est à cet effet-là, avant vraiment d'avoir beaucoup de discussions un peu plus poussées sur les stratégies des uns et des autres, que nous aimerions vous donner la parole pour partager avec nous votre expérience et ce que vous pensez de du financement du développement de façon générale. Vous avez la parole. Tout à fait. Merci beaucoup de votre invitation, M. Cissé. Et je ne sais pas si j'ai la main pour partager mon écran. Est-ce que oui, c'est possible? Oui. Très bien. Parfait. Je vous remercie. J'ai la main. Je vais donc… alors, voilà. Donc là, je vois… Voilà. Est-ce que mon écran est visible? Oui, mais ce n'est pas Voilà. en mode présentation. C'est en mode présentation, là. Hein? Alors, on voit vos notes et tout cela. Est-ce que vous pouvez… Est-ce que c'est en mode… Ça va? Allez-y pour le moment. Allez-y. Très bien. Voilà. Donc, d'abord, merci beaucoup. Merci de cette invitation. Et je tiens également à remercier Madame la directrice de l'IDEP, Karima Bounemra, à plus d'un titre, et puis en particulier pour son introduction et ce que vous venez de dire, Monsieur Cissé, à savoir que parler de financement et d'innovation en matière de financement, évidemment, c'est important. Mais si on ne sait pas mesurer les progrès en matière d'impact de ces financements sur la société, sur les individus, sur les parties prenantes, sur ceux qui sont concernés par les modes de financement, je pense qu'il nous manque une partie, si vous voulez, de nos objectifs. Alors, avant de commencer, j'aimerais tout de même dire que le travail que je vais essayer de présenter, qui se base sur, vous avez bien compris, une métrique, n'a pu être réalisé que grâce à la contribution très importante du think tank Schema Publica, et je tiens à remercier sa directrice Claude Revel pour sa précieuse contribution. Schema Publica, très rapidement, est un think tank qui aborde des sujets politiques et des sujets de société sur la base d'une approche multidisciplinaire, et il anticipe principalement des signaux. Et nous sommes précisément dans cette démarche d'anticipation, de participation au débat public. Et c'est en cela que j'aimerais juste préciser ici que lorsqu'on parle d'innovation et de financement durable, la première façon de faire, évidemment, la première façon à laquelle on pense, la première chose à laquelle on pensait, de faire des montages financiers, de faire de l'ingénierie, de penser aux effets de levier, aux moyens. Alors, on pense au private equity, au PPP, on pense au crowdfunding. D'accord, ça c'est très important et on sait le faire. Par contre, là où les choses peut-être méritent d'être améliorées,
Et c'est là où on va trouver une innovation, c'est dans la façon de faire, l'innovation dans le suivi et l'innovation dans la mesure des progrès lorsque on procède à des financements. Et ce que je vais vous présenter, c'est, je dirais, une innovation en matière de suivi du financement et de l'efficacité et de l'impact des financements qu'on a appelé le SPI, le Sustainable Performance Index. Alors, ce Sustainable Performance Index s'appuie en fait, si vous voulez, sur 3 dimensions. La première dimension, lorsqu'on parle si vous voulez, de financement et surtout d'implémenter la durabilité, il y a d'abord une première chose, c'est le débat public. Le débat public et la réflexion autour de la question de la responsabilité sociétale. C'est ce que nous faisons au sein de l'Observatoire international de la finance durable, de Schema Publica, mais aussi au sein de l'AFN, l'African Finance Network, auquel participent le professeur Nabil Jedlan et le professeur Babacar Sen, qui sont certainement dans l'assistance et qui animent ce réseau. Donc, il y a d'abord une première étape, c'est le débat public. La deuxième étape qui nous importe beaucoup, c'est la métrique, la mesure de si vous voulez, de la performance durable, de la durabilité de nos projets, de nos financements. Et là, nous avons mis en place une plateforme, le SPICE-Score, donc .com, vous pouvez y jeter un œil. Et la troisième dimension qui nous importe et qui rejoint la problématique évoquée par Madame la directrice de l'IDEP, c'est évidemment la formation. La formation est un aspect très, très important que nous devons prendre en compte, et c'est ce que nous avons fait de notre côté assez tôt, donc mis en place, lancé un master en finance durable et fintech. Nous l'avons lancé au sein de Schema. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire nous faisons de la prose sans le savoir. Et lorsqu'on regarde nos banques africaines, par exemple la BNDE en effet et c'est une banque durable. Lorsqu'on discute avec son directeur général, M. Tirnossi, nous sommes très surpris par son esprit d'avant-garde, son esprit sociétal, évidemment, qui songe à une bonne gouvernance, à une intégration sociétale. Mais je dirais tout cela, et on n'a pas l'occasion de le mesurer, de véritablement de le cadrer, de l'intégrer dans des rapports extra-financiers. Et c'est ça qui nous manque précisément. De même, lorsqu'on regarde l'expérience de la Coris Bank est une banque, je dirais, sociétale elle aussi. Elle est intégrée dans le tissu social, notamment à travers les actions Covid-19, tout le monde l'a fait, mais des actions comme la finance islamique, qui est un mode de financement original. Donc tout cela nous amène à dire, au fond, nous avons pas mal de banques sur le continent africain qui font de la durabilité, mais cette durabilité, malheureusement, elle n'est pas captée. Elle n'est pas captée, et notre idée, c'est précisément d'essayer de mettre en place des outils qui permettent de suivre cette performance durable, cette performance qui n'est pas intégrée dans nos rapports financiers. Alors, mettre en place cette métrique, et je serai très bref puisque je dispose à peine de 6-7 minutes, donc je finirai là-dessus en disant que voilà, nous avons mis en place cette plateforme, nous serons très très heureux de vous en faire une présentation plus détaillée avec notre équipe, notamment Madame Sana Ben Abdallah qui pilote ce projet. Et donc dans cette plateforme, qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Nous avons essayé en fait de mesurer l'intensité de la durabilité d'un projet, d'une compagnie, en essayant de tenir compte des 3 dimensions, le E, le S et le G. Et nous avons essayé de mesurer surtout, et c'est ça l'originalité de l'approche, de mesurer la satisfaction des parties prenantes. Hein. Comme l'a dit Madame Karima Bounemra, financer des projets, d'accord, mais pour faire quoi? Pour améliorer la satisfaction de ceux qui sont concernés par ces projets, c'est-à-dire la société civile, les consommateurs, les employés, les managers, le régulateur, l'État et l'ensemble des parties prenantes, y compris les actionnaires des entreprises. Cet indicateur que nous avons mis en place,
en fait, se situe entre 0 et 100%. Et donc, si vous voulez, vous avez bien compris, c'est un score qui augmente en fonction de la satisfaction des parties prenantes. Plus les parties prenantes sont satisfaites, plus, donc par rapport à la politique environnementale, sociétale et de gouvernance, plus il se rapproche des 100%. Alors, notre approche se distingue, et en cela elle est novatrice, elle se distingue des autres approches puisque nous ne nous limitons pas, comme les autres approches, simplement mesurer l'externalité négative, le CO2 qui est émis ou les nappes phréatiques qui sont détruites. Nous allons au-delà, puisque ça contribue à la satisfaction. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est l'utilité de la satisfaction de la partie prenante. Et donc, si vous voulez, clairement, c'est l'objectif final qui nous intéresse et non pas l'objectif intermédiaire. Mesurer l'externalité négative, c'est un objectif intermédiaire. L'objectif final, c'est précisément la fonction d'utilité des parties prenantes. Cette méthodologie, comme je vous l'ai indiqué, a été mise en place grâce à une équipe de data scientists, d'économistes, de financiers, et grâce également au soutien de Schema Publica, de Schema Business School, et au travail que nous développons au sein de l'OIFD. Vous pouvez faire jeter un petit œil sur oifd.net et vous verrez nos activités. Sans rentrer dans la technique, puisque ce n'est pas vraiment le lieu, simplement vous dire, voilà, nous calculons des indices par partie prenante. Par exemple, celui-ci pour la société civile, il est de 94% pour 2020, il était de 82% pour 2019. Nous calculons ces indices pour toutes les parties prenantes qui participent au projet, qui participent à la compagnie. Et donc, ce qui nous permet en fait de mesurer l'SPI global par compagnie, par secteur d'activité, par projet. Par exemple, ici, pour, on ne va pas la nommer, une entreprise ou une banque, nous avons pour 2020 un SPI global, c'est-à-dire c'est une moyenne de l'ensemble des SPI, des parties prenantes, de 88%. On voit qu'il y a une évolution par rapport à 2006, puisqu'on était à 70%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi mesurer, évaluer l'évolution de ce SPI à travers le temps pour un projet précis. Le dernier point, et je m'arrêterai là, et ce qui nous paraît très important, puisqu'il y a 3 pieds, si vous voulez, dans ce projet. Il y a la participation au débat public, il y a la mesure d'impact, il y a, troisièmement, l'accompagnement en matière de formation, de formation et de programme. Mais il est très, très important, me semble-t-il, et nous pouvons le dire, je pense, sans grande marge d'erreur, si je puis dire, il y a un déficit aujourd'hui en matière de formation à la finance durable. Il y a véritablement, nous sommes en sous-capacité, et notamment sur le continent africain, et nous serions très, très heureux, et des contacts ont été pris, notamment avec Madame Bounemra, directrice d'IDEP, pour essayer de créer des synergies entre le MSI lancé à Schema, Sustainable Finance FinTech, et les projets régionaux et sous-régionaux en Afrique. Et bien entendu, ce partenariat pourrait être une première étape, CEA, IDEP, Schema, pour développer, disons, une culture de la durabilité et de la mesure de la performance durable sur le continent africain, car, me semble-t-il, ce dernier mot, je pense qu'il faut qu'on quitte l'arbre à palabre, qui consiste à encore parler de RSE, d'ISG, etc. Et au-delà des concepts, aller sur vraiment l'action et la mesure des performances de nos projets en matière de durabilité. Merci, Monsieur Cissé. J'espère avoir respecté, je pense l'avoir fait, respecter le timing. Merci beaucoup, merci beaucoup, professeur Dafar, pour cette présentation très intéressante sur en fait cette question importante de mesure de la performance durable. Effectivement, nous sommes en matière de financement durable et à ce niveau, certainement que l'audience et peut-être nous-mêmes, nous allons revenir vers vous avec des questions un peu beaucoup plus précises. Mais auparavant, j'aimerais que l'on essaie de discuter un peu cette question même de développement durable. Et à ce niveau, nous avons aujourd'hui des experts, en l'occurrence M. Lowe, qui est directeur du partenariat public-privé
au niveau du gouvernement du Sénégal, qui, comme vous le savez, a une longue tradition en matière réellement de partenariat public-privé. Ce n'est pas nouveau. Mais c'est quand même une approche innovante. Alors, la première question que je vais poser à M. Lo, c'est de nous parler un peu de ce concept de financement durable. Quelle est la politique du Sénégal en dans cette matière-là et pourquoi réellement le Sénégal a senti le besoin d'aller des solutions classiques vers des solutions innovantes et en la matière, si vous voulez vraiment partager l'expérience du Sénégal dans un domaine bien précis du partenariat public-privé. Monsieur Lo. Non. Allô? Oui, ça a l'air de marcher, c'est parfait. Merci beaucoup, M. Cissé, en tant que modérateur et président. Voilà, donc je tiens à saluer les panélistes et également l'audience, en tout cas ceux qui sont en ligne et surtout ceux qui sont présents physiquement. Voilà, il est un peu tard et nous apprécions vraiment l'intérêt sur le sujet posé. Donc, normalement, on a une présentation qui est prévue, hein, mais si ce n'est pas pointé, voilà, on peut essayer de répondre sur les deux questions qui nous sont posées, voilà, à savoir sur l'approche en termes de financement innovant, notamment les PPP et... Parce que je ne vois pas la présentation ici. Derrière, c'est bon, mais non, ça doit être devant moi. Moi, je ne vais pas regarder derrière, je suppose. Bon, je vous donne pour déplacer. Donnez à l'équipe qui est présente pour déplacer. Voilà, comme ça, on ne dépend pas. Voilà, parce que je ne vais pas regarder. Donc, je vous propose donc de partager d'abord en premier lieu sur les innovations, en tout cas les instruments de financement innovants, notamment le PPP. Voilà, la première question que je me suis posée, ou en tout cas l'équipe qui a préparé cette présentation qui est dans la salle, notamment Rahma et Pape Modougé, que je remercie, c'est y a-t-il pas amalgame souvent quand on parle de PPP que les gens pensent souvent financement. PPP, est-ce un instrument de financement? Pour la majorité des gens, ils vont répondre oui parce que c'est des idées préconçues, voilà, mais les PPP apportent plus qu'un financement. Voilà. Et on peut avoir des PPP où il n'y a pas de financement. Voilà. Dans l'univers du financement des infrastructures et de façon générale, en parlant de financement durable des infrastructures, il y a plusieurs choix. Voilà, en termes de palette de financement. Et dans ces palettes de financement, voilà. Excusez-nous, on a quelques merci. détails. Dans ces palettes de financement, voilà, il y a vraiment beaucoup d'innovations et nous n'allons pas prétendre pouvoir faire le tour de ces innovations dans cette séance. Mais nous allons nous focaliser, tu peux venir sur le slide d'avant, voilà, juste sur les PPP. C'est un instrument d'exécution et de réalisation des projets par opposition à une forme classique traditionnelle qui est le marché public. Voilà. Et quel est le mérite de cet instrument? Et je pense que la présentation d'avant qui posait la question sur les aspects ESG peut être un élément. La question qu'on se pose souvent pour être simple et court, quand est-ce qu'on doit faire un PPP à la place d'un marché public? Dans la bonne pratique, on doit faire usage d'un PPP car il y a value of money. On doit aujourd'hui, dans la mise en œuvre, les gens parlent de value of people. Ce sont des considérations que nous devons prendre en compte pour faire un PPP.
Et cela me permet juste de s'arrêter une minute pour dire qu'est-ce qu'un PPP. Il n'y a pas de consensus dessus. Voilà. Mais on peut dire ce qui n'est pas un PPP ou qu'est-ce qu'apporte un PPP. C'est plus facile de le définir par l'intérêt parce que j'en suis sûr, ceux qui ont voyagé en venant ici, certains ont pris l'aéroport à IBD. D'aucuns nous disent c'est un PPP. Après, vous avez pris l'autoroute pour aller à Dakar. Il y a 2 sections d'autoroute. L'autoroute réalisée par un partenaire chinois et l'autoroute réalisée par un partenaire français. Du point de vue usager que je suis, quand je traverse l'infrastructure jusqu'au bout, quelle est la différence? Il n'y en a pas. Par contre, en termes de schéma de mise en œuvre, en tout cas dans ces 2 projets que nous connaissons, l'un a été fait en marché public, l'autre a été fait en PPP. Et ça permet de parler quelle est la valeur ajoutée d'un PPP. Il permet un alignement long terme entre le partenaire public et son partenaire privé. Dans le sens, on n'est pas dans un achat d'un asset qu'on doit juste livrer et partir ou achat d'un équipement, mais on est plutôt dans des performances. Voilà, donc acheter le service quand le service est disponible. Voilà, ça suppose un certain nombre de fondamentaux pour assurer cet alignement. Et c'est là la difficulté dans l'exercice de qu'est-ce qui est un PPP, parce que tout peut être ou prétendre être un PPP, mais pour un bon PPP, il y a un certain nombre de principes que nous devons retrouver. C'est-à-dire qu'on soit sur de la performance. C'est-à-dire on paye en tant que puissance publique une performance et non pas un actif. Il doit y avoir un transfert de risque adéquat entre les parties en échange d'un intérêt long terme, skin in the game, de la partie privée qui prend et accepte ce risque et doit être capable de supporter ce risque. Et c'est un moyen, c'est pour ces raisons, c'est ce 3e point d'optimisation face aux contraintes budgétaires ou contraintes d'endettement que nous avons au niveau des États. Voilà. Et enfin, un volet qui peut être spécifique et propre dans des pays en voie de développement, c'est le local content, comment ça peut aider à développer le secteur privé local en termes de transfert de skills, mais aussi développer l'industrie. Je donne un exemple. L'Afrique du Sud, en faisant son programme d'énergie renouvelable, et c'est le cas aussi au Maroc, on demande souvent ne pas seulement acheter, nous délivrer voilà, une usine, par exemple, pour fournir l'électricité, mais on demande que toute la chaîne de valeur soit développée. Voilà, donc c'est en ce sens, l'impact est long terme. Donc voilà en résumé sur l'instrument. Voilà, si vous permettez, le slide suivant déroule sur les avantages et les inconvénients. Je vais m'arrêter sur les inconvénients parce que PPP n'est pas toujours synonyme voilà, de succès. Il y a des défis et des challenges qui dépendent de la structuration. Un, c'est très lourd en préparation et donc par conséquent coûteux si on regarde en absolu. Voilà, je dis en absolu parce que quand on compare un projet réalisé en marché public et un projet réalisé en PPP, si on fait la somme de coûts de projet, on a tendance de dire automatiquement PPP est plus cher. Parce que quand c'est en marché public, il y a beaucoup de coûts cachés qui sont dans la préparation réalisés par la puissance publique qui ne sont pas rajoutés dans le coût du projet. Par contre, un PPP apporte une transparence dans la phase de préparation jusqu'à l'exécution, au point où on peut rajouter tous les coûts et l'écrire. Voilà. Donc, mais c'est coûteux. Quand on fait la prime de risque de ce qu'on transfère au privé, ça a un coût. Voilà. Mais le jour où le risque se matérialise, c'est un avantage pour la puissance publique. Et autres éléments, voilà, ça peut être contraignant parce qu'on est dans des secteurs où il faut pouvoir prédire long terme. Voilà. Si la documentation n'est pas assez flexible, voilà, si jamais il y a un problème, voilà, c'est très difficile à manier. Donc, voilà quelques exemples pour parler des défis ou en tout cas des inconvénients que peut avoir un PPP. Et je vais terminer sur le cas du Sénégal avec juste quelques
éléments, peut-être, d'ingrédients qui ont permis au Sénégal aujourd'hui d'être parmi les pays en termes de PPP où nous avons eu, en tout cas, dans le développement des infrastructures, pas mal de projets de PPP. Et je pense que ça a commencé d'abord avec une approche sectorielle en 1998 dans le secteur de l'électricité où les IPP se sont développés. Et puis dans le secteur des transports avec la loi CET. Et après, en 2014, avec une loi qui veut couvrir les autres secteurs d'ordre sociaux, et c'est la loi 2014 sur les contrats de partenariat. Et aujourd'hui, on est dans une phase de tirer les leçons de tout cela et on a un nouveau cadre avec la loi 2021 qui est le dernier slide. Les ingrédients, je n'ai pas besoin de les lister, c'est très lisible. Voilà, et je pense que ça a permis d'avoir des résultats. Mais l'élément central que je voudrais attirer l'attention, c'est sur le fait qu'il faut reconnaître quand on le fait pour la première fois qu'on peut se tromper et on apprend. C'est une approche long terme. Donc, il y a des choses en termes d'environnement, il ne faut pas chercher à vouloir être très parfait. Voilà, on s'améliore dans le temps. C'est une vision long terme. Et je peux donner d'exemples. Si vous prenez par exemple dans les pays où le développement des infrastructures c'est fait grâce au PPP, notamment au Middle East. Vous allez à Abu Dhabi ou Dubaï. Voilà. Abu Dhabi, dans le domaine de l'énergie, 2000, ils ont 98, ils lancent un PPP. 2000, 2002, 2004, et vous pouvez voir en termes de courbe comment ce pays, dans la durée, a permis de répondre à des besoins sectoriels grâce au développement des PPP. Donc, sur notre nouveau cadre, au Sénégal, pour terminer, pour faire un peu de publicité, si vous me permettez, M. Cissé, j'espère que je suis dans le temps. Voilà, nous avons un nouveau cadre. Voilà, nous avons un nouveau cadre. Aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup d'ambition à travers le PAP 2A, et le Sénégal vise à attirer 40% de financement privé dans ce PAP 2A. Donc, les PPP restent un levier fort pour atteindre cet objectif. Et donc, l'orientation que nous avons aujourd'hui, c'est autour de 5 innovations. On a simplifié le cadre pour regrouper à la fois ce qu'on appelle les délégations de services publics, donc qui sont les PPP paiement usagers, avec les PPP paiement public dans un seul cadre, pour simplifier. Ça, c'est un, on a rationalisé les organes pour que ceux qui interviennent dans les marchés publics soient les mêmes qui interviennent dans les PPP. On est dans de la commande publique en général. Et on a tout un ensemble de dispositifs qui permettent de contrôler et de s'assurer une mise en œuvre plus rapide. C'est-à-dire, quel que soit le mode de mise en œuvre du projet ou quelle que soit la procédure, les choses que nous devons vérifier et contrôler, c'est la même chose partout. Et enfin, quelque chose qui est cher aux autorités, nous avons un dispositif très fort en termes de promotion de contenu local et du secteur privé, y compris même dans le gender. Voilà, il y a des incitations pour les projets dont le capital, il y a un actionnariat de jeunes ou de femmes. Donc voilà en résumé pour quelques leçons sur le Sénégal et je suis disponible au moment des questions. Merci beaucoup, M. Lo. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces précisions. D'abord, la première précision par rapport à la notion, vous avez fait bien de clarifier cette notion de PPT, quand bien même ça contribue au financement des infrastructures, au financement du développement de façon générale, mais c'est qu'un mécanisme, un instrument qui permet en fait d'arriver à ce niveau-là. C'est une nouvelle façon de mobiliser des ressources quand même. Alors, vous avez aussi précisé l'expérience du Sénégal, comme je le disais, qui a une très, très longue expérience dans le domaine. Et je crois que les leçons que vous avez tirées sont d'abord des leçons pour vous-même, mais aussi pour tous les autres pays africains qui veulent s'engager dans cette voie qui est quand même relativement innovante. Mais vous avez aussi, vous n'en avez pas parlé dans votre contribution, mais certainement votre collègue ici présent, Monsieur Touré, qui est le directeur de la monnaie et du crédit au niveau de la République du Sénégal, va en parler. Parce que quand il s'agit de financement du développement, la mobilisation des ressources fait qu'on s'intéresse assez souvent à ces compatriotes qui vivent en dehors du pays.
Alors, nous savons quand même dans les SDGs, nous avons des indicateurs aujourd'hui qui prévoient en fait la contribution de ces migrants dans le financement du développement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ça, à propos de ça par rapport au Sénégal, sur la contribution des migrants, notamment lorsqu'il s'agit de transfert des fonds? Merci beaucoup, M. Cissé. Permettez-moi de me réjouir de cette rencontre et de remercier vivement le CIA et l'IDEP qui m'ont coopté pour cette rencontre. Je voudrais également saluer l'intérêt que ces jeunes économistes accordent à ces rencontres-là et rappeler qu'au cours du déjeuner, on se disait que ce n'est pas seulement la croissance, mais il faut une forte dose de capital humain. On a beau donner les moyens, si la formation n'est pas là, ça risque de passer de travers. J'aurais voulu avoir la présentation, ce sera intéressant pour ce que je vais faire. Merci beaucoup. Également, me réjouir d'avoir à ma droite M. Lo, collègue directeur, et à ma gauche M. Cissé, modérateur. Ceux qui comprennent, comprennent. Saluer la présence du professeur Babacar Sen. Nous allons parler du transfert des migrants. Nous sortons de 2 années difficiles à cause de la Covid. Nous étions sur une bonne rampe et la Covid est venue remettre beaucoup de choses en cause. Nous avons résisté. C'est la résilience. On a parlé pendant ce temps de phase de résilience. Après, nous sommes maintenant dans la relance. Et je pense qu'après avoir résisté, il faut créer. Et nous sommes maintenant, je pense ces travaux dans une phase de créativité, de relance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une croissance beaucoup plus soutenue, mais également beaucoup plus durable? Et si on porte un intérêt particulier au transfert des fonds des migrants, c'est parce que dans l'étude que nous avons faite, dans l'optique, dans l'approche, nous pensons que ces fonds peuvent venir pour financer l'économie, la relance. Pourquoi? Nous l'abordons du point de vue de l'importance d'abord. Il n'est pas nécessaire de perdre du temps sur l'idée sur la présentation de la DMC, ce n'est pas la peine, vous pouvez le trouver après. Sur la mission de transfert de fonds des migrants, c'est des définitions, vous pouvez les avoir après. Juste insister sur le fait que c'est des transferts transfrontaliers. Ça ne se passe pas à l'intérieur d'un pays, c'est d'un pays à l'autre et c'est des migrants d'un pays qui vont transférer des fonds vers leur pays d'origine. Et ça se fait à 90 à 95% à travers des sociétés de transfert rapides. Donc, c'est bien à noter, mais nous allons montrer l'importance à travers surtout les volumes d'opérations, mais également les impacts sur l'économie. En termes de volume, une étude de la Banque mondiale de 2010 qui s'était intéressée à la période 2001-2010 a montré que l'Afrique, l'Union, l'UEMOA a quadruplé le montant reçu des migrants. Les montants sont passés de 323 milliards à 1353 milliards. Et en termes de PIB, c'est passé de 1,7% en 2000 à 3,6% en 2011. Ça, c'est le rapport sur les migrants et la remittance de la Banque mondiale. Mais ce n'est pas homogène. Ce n'est pas homogène parce que les pays n'ont pas les mêmes réalités en termes de migrants. Dans ce montant-là, il a été prouvé dans l'étude que les 47% sont reçus par l'État du Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a une forte expérience d'immigration, mais également un pays qui a le nécessaire en termes de réseau. Et le Sénégal est suivi en cela par le Mali, le Togo et la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la période de 2000 à 2010. Et à l'interne, au niveau du service que je dirige, nous recevons les informations, les reportings sur les transferts de fonds des migrants, sur les transferts rapides d'argent qui nous ont permis de travailler sur la période 2010-2021. Et 2010-2021, nous allons directement au niveau du graphique qui montre les transferts reçus et les transferts émis, parce que dans un pays, nous avons aussi bien des travailleurs qui envoient chez eux, mais également des travailleurs à l'étranger qui versent au pays d'origine. Donc, si nous insérons au transfert net, nous avons en bleu les transferts reçus par le Sénégal et en orange les transferts émis à partir du Sénégal.
vous voyez bien que l'écart entre les deux courbes s'agrandit au fil de l'eau. Et si on doit nous intéresser d'abord aux transferts reçus, vous verrez que le montant est passé de 632 en 2010 à 1610 en 2021. Donc les économistes sont très forts en calcul, ils vont faire rapidement le taux de croissance. Et pour les transferts émis, parce qu'il y a des émigrés au Sénégal qui envoient vers leur pays d'origine, et c'est notamment des émigrés de la zone UEMOA. Nous allons après remonter au tableau qui vous montre les mouvements par pays. Vous allez constater que ce qui est émis au Sénégal va surtout vers la zone UEMOA, mais également vers le Maghreb. Et ce qui est reçu par le Sénégal vient de l'Europe et également des États-Unis. Donc, vous voyez comment le spread se creuse, s'écarte au fil de l'an. Et il est bien de noter que pour les 2 dernières années, les données sont pour les transferts reçus au-dessus des courbes de tendance et pour les transferts émis en dessous des courbes de tendance. Les économistes sauront analyser ce que ça veut dire. Maintenant, en termes de volume toujours, si nous nous intéressons aux agrégats économiques, les transferts nets que nous avons montrés là-bas, c'est 10% du PIB. Si on prend la période 2010-2000, ça c'est pour l'année 2020, mais si on prend la période 2010-2021, c'est exactement le même taux. Et ce montant des transferts nets en 2020 fait 30% du crédit à l'économie. Ça fait 21% de la masse monétaire. Ça fait 2 fois l'aide publique au développement dont on parle autant. 2 fois les transferts des migrants, c'est 2 fois l'aide publique au développement et c'est 4 fois les investissements directs étrangers. D'où l'idée, et à bon escient, de penser comment les utiliser comme des financements innovants. Ces données vous montrent comment, parce que si on s'intéresse à l'optique balance des paiements, on sait que les transferts des migrants viennent en financement, en dessous. Donc, c'est des éléments qui concourent à l'amélioration de notre déficit extérieur, ça améliore le déficit du solde courant, du compte courant. Donc, pour montrer l'importance de ces transferts des migrants, mais nous allons remonter un peu pour voir comment. Bon, là, c'est le tableau récapitulatif qui vous donne. Nous allons nous intéresser au pays. Ça nous donne rapidement une idée de ce que je développais tout de suite. En vert, vous avez les pays dont on reçoit le plus, et en un peu couleur orange, où vous avez les pays vers lesquels on donne le plus. Et il ressort ici que nous recevons plus des États-Unis et de la zone Europe. Europe, on reçoit 73% et on donne 31%. Pour les États-Unis, on reçoit 9% et on donne 4%. Et en Europe, le pays qui contribue le plus, ce n'est pas la France, c'est l'Italie, qui nous donne 20% et auquel nous donnons 3%. C'est vrai qu'en termes de volume, la France est devant avec 33% pour ce que nous recevons et 22% pour ce que nous donnons. Maintenant, vous voyez la zone UEMOA et les autres pays de la CEDEAO, également la zone CEMAC et le Maghreb. Là, c'est nous qui donnons. Ça veut dire que leurs nationaux qui sont au Sénégal transfèrent plus que ce que les nationaux sénégalais dans ces pays nous transfèrent. Donc, c'est des indicateurs. Mais l'intérêt dans cette chose, c'est de savoir qu'il y a une manne financière qui est là et qui peut être utilisée. Pourquoi nous devons réfléchir à comment l'utiliser? Je vais descendre un peu au tableau qui montre l'utilisation qui est faite de ces transferts. C'est de grosses sommes d'argent, c'est 4 fois le montant des IDE, mais l'affectation des fonds reçus nous montre qu'il y a matière à réfléchir. C'est 85,6% de consommation et 14,4% d'investissement pour des montants aussi colossaux. Il y a matière à réfléchir et c'est par rapport à cela que je me suis dit, et même dans j'ai mis consommation, mais normalement c'est le fonctionnement pour un économiste. C'est le fonctionnement et l'investissement. Maintenant, dans le fonctionnement, vous avez l'alimentation qui est à 55%. C'est la consommation, on ne fait que consommer. Donc, tout ce que les migrants nous envoient, c'est juste pour la dépense quotidienne, pour l'habillement, pour les cérémonies familiales. Mais elles participent également à nos soins de santé, à l'éducation. Et dans les retombées positives des transferts des fonds des migrants, nous allons le voir après. Pour l'investissement, c'est surtout dans le bâtiment, c'est surtout dans l'immobilier. Les émigrés travaillent beaucoup plus dans l'immobilier. Donc, dans les 14% d'investissement, il y a 5% de construction. Donc, pour vous dire qu'il y a matière à réfléchir sur comment
utiliser à bon escient ces fonds pour participer à la relance de l'économie parce que ça peut jouer du côté de la demande. Si les États ont distribué des fonds pendant cette période de Covid, je pense que c'est pour soutenir la demande et je pense bien que ces fonds pourraient participer aussi bien à la demande, mais également à un peu améliorer notre capacité d'offre. Parce que si nous investissons à bon escient, la capacité d'offre pourrait s'améliorer et je pense que si le temps imparti me le permet, je peux rapidement remonter, sinon on peut attendre les questions. Remonter sur les retombées positives, sur les retombées. Comment les transferts des fonds des migrants peuvent impacter positivement une économie. Le temps imparti ne nous permet pas de tout présenter, donc nous allons à l'essentiel pour... OK. Donc, de mémoire, je vais en parler en attendant de trouver le slide. Les transferts de fonds des migrants permettent à nos familles d'être beaucoup plus résilients. Ça permet de diversifier leurs sources de revenus. Et ça se ressent souvent. Les familles qui ont... Voilà. Non, c'est pas ça, mais ça permet d'augmenter les capacités de nos ménages en matière de résilience. Et pendant la période de Covid, on a constaté que pour beaucoup d'entreprises des BTP, de l'immobilier, de la restauration, du tourisme, il y a eu des licenciements, il y a eu pour motifs économiques, mais les émigrés ont continué à soutenir la demande de sorte que, point de vue demande, on n'a pas trop souffert pendant cette période-là. Ça contribue également à améliorer la santé parce que dans beaucoup de nos zones, surtout du Nord, c'est les émigrés qui construisent dans leur village les hôpitaux, qui construisent également les écoles et demandent à l'État seulement de leur pourvoir les personnels adaptés pour les faire fonctionner. Ça participe également à l'inclusion financière. Si on prend un pays comme l'Ouganda, 80% de ceux qui reçoivent les fonds ont un compte bancaire. Donc, nous sommes à l'ère de l'inclusion financière. La stratégie nationale d'inclusion financière du Sénégal vient d'être adoptée et nous savons combien ces fonds-là peuvent jouer. Ça participe également à l'évolution technologique. Dans nos familles, dans nos villages, c'est les familles des émigrés qui sont les premiers à avoir la télévision, qui sont les premiers à avoir la radio. C'est leurs parents qui sont souvent les premiers à avoir le téléphone et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels les migrants, les transferts des fonds de ces migrants-là aident à relancer nos économies. Maintenant, la réflexion doit être posée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces fonds-là aillent réellement à la relance économique et de manière durable? Je pense qu'on peut arriver à ces points de recommandation après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Touré. De toutes les façons, votre présentation a été très intéressante et vous avez insisté aussi sur ce qui vous intéresse le plus, c'est la consommation et vous savez encore une fois pourquoi. Je vous rends la monnaie de votre pièce. Pour le moment, je vais passer. Vous avez évoqué une question très importante, c'est comment faire pour que ces envois de fonds soient aient beaucoup plus d'impact. Et à ce niveau-là, nous avons quelqu'un qui est en ligne. I would like to check on Naomi. Are you with us, Naomi? Yes, I'm with you, Mr. Cisse. Thank you so much. Naomi is the Senior Regional Thematic Specialist, Labor Migration and Development at the International Organization for Migration. Naomi will talk a little bit about remittances, but also we'll talk about the role of migrants in financing their economic development in Africa. Naomi, we have a few questions for you. What do remittance mean for you, and how migrants could really contribute to the economic development in Africa? And at your level, at the organization level, what is IOM, or what would be IOM be doing to support these migrants so that their contribution to the economic development in Africa is much more impactful? Naomi, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Cisse, et je suis ravie de pouvoir mettre l'équilibre genre dans le panel. Et pour continuer avec l'équilibre linguistique, je vais peut-être faire ma présentation en anglais. To get to the heart of the discussion, according to IOM's World Migration Report,
migrants contributed to close to 10% of the global GDP in 2021. So I start by saying this just to highlight what an important role they play on the development of their countries of origin, but also the countries where they reside and contribute to the economies. Migrants are valuable assets for humanitarian and development responses in terms of capital, in terms of skills, network, social aspects that they bring to the different endeavors they undertake in their countries of origin. And as the main international framework on migration governance, these issues are highlighted in the Global Compact for Migration, which recognizes this reality and highlights the need to create conditions for migrants and the diasporas to fully contribute to the sustainable development in all countries. In the wake of COVID-19, I think harnessing the capital that the diaspora represents has become even more pressing as economies strive to recover from the multifold effects of the pandemic. And I have to say that this goes beyond remittances. During the COVID pandemic, we have noted that remittances constituted a lifeline for communities who have lost their livelihoods due to the socioeconomic effects of the pandemic. But migrant contribution goes well beyond remittances and has many more aspects that we may want to look into. The Global Diaspora Summit, which was held in April a couple of weeks ago, was preparing the International Migration Review Forum, which is scheduled to take place this coming week. And I mention this because this is a very timely conversation. The Review Forum will bring together governments of the UN General Assembly to discuss progress made since the adoption of the Global Compact for Migration in 2018. And the outcomes of the Global Diaspora Summit already pointed out some critical actions that would help accelerate diaspora investment for sustainable development. If we look at them as investors, members of the diaspora have an affinity to their countries of origin, and that goes beyond financial gains. They are more likely to take investment risks that other investors are less inclined to take. And that's what we usually refer to as home bias. And many assessments by development actors have established that diaspora investments have relatively more positive impact on employment and development compared with other foreign investments. They create more jobs, increase salaries, strengthen existing talent, and they establish stronger partnerships in the long term. So against this backdrop, it's important to highlight that in the design of diaspora investment projects, we should consider the potential contribution of the broader African diaspora. The diaspora from one country where there is an investment opportunity might not be the only diaspora with the potential to invest. So at this juncture, to what extent could we start looking into a Pan-African approach to look at diaspora investment in order to produce greater results? So I'm posing this question as I move on. Other types of diaspora economic capital include entrepreneurship, enterprise development in countries of origin, and trade. And I think this is a very critical aspect. The diaspora networks are well positioned to connect business in both countries of residence and origin and establish bilateral trading relationships. So to capture this, a number of policy recommendations have been put forward. So I will not take too much time going into them exhaustively, but the African Union Migration Policy Framework for Africa and its Plan of Action 2018-2030, as well as the Global Compact for Migration provide quite a solid basis in terms of policy recommendations. In IOM, we have a motto that we call 3 E's when it comes to diaspora engagement: engage, enable, empower. In order to achieve these goals, it's important to know your diaspora,
And this, of course, raises the issue of having accurate data that assesses diaspora communities, what's their profile, what are their needs, their expectations, but also their contribution to their countries of origin. And diaspora investment projects in many countries are usually designed by governments, financial institutions, without the involvement of the diaspora. And consultations with this important group from the onset of such projects would allow greater ownership and participation. Enabling investment of the diaspora also requires the creation of a conducive environment, including enabling policies and regulations in place. For this, we need to institutionalize diaspora engagement in broader policy development and needs assessment at the country level. And some of the current challenges when it comes to diaspora engagement also emanate from scattered actions between different ministries and entities. And on diaspora issues, you have immigration dealing with citizenship issues, foreign affairs dealing with diaspora engagement, ministries of finance are in charge of remittances, and financial institutions are proposing different financial products that could attract the diaspora. So having a whole of government, whole of society approach with coordination mechanisms could help us address some of these gaps. Empowering the diaspora is also an important aspect of effectively engaging them. Working with diaspora associations abroad, boosting their capacity and offering them avenues to invest is an important action area that should be captured in diaspora engagement plans. And just to conclude this brief intervention, Chair, how do we evaluate good practices when it comes to diaspora investment? And on this point, I'd like to highlight a toolkit that has been developed by the African Development Bank and a group of partners, including IOM, proposing a combination of 4 pillars to assess diaspora investment and their willingness to actually come in their countries of origin and contribute to the social and economic development. The first pillar is the status of diaspora engagement policies. Are there any policies in place? Have they been politically endorsed? Are they effectively implemented? This is a very critical point. The second one is the financial profile and investment climate in the country. The diaspora willingness to come in the country and invest pretty much depends on the financial climate and general perception about investment returns. The third one is the profile of the diaspora and their investment potential. The diaspora is not a homogeneous group, so understanding who they are and where their strength is would also help us come up with policies that are coherent. And the last one is, of course, donor interest. Which other institutions, it could be international financial institutions or others, who are ready to accompany this, this process. And I will conclude with this. There are some successful case studies in Africa. In Nigeria, for instance, the diaspora bond that was launched in 2017 raised about 300 million USD. In Ethiopia, similarly, the Renaissance Dam bond received investment from the diaspora to the tune of about 56 million USD. And there are other good practices that we could draw from in the continent. So with these few words, let me pause here and happy to answer questions as they come. Thank you very much. Thank you very much, Naomi. Thank you for this overview of the potential of the spectrum of diaspora contribution to the economic development. And you've mentioned one tool which is very important that was developed by IOM, the 3E. But myself, I'm very fond of the last one, which is empowering, because it is all about empowering. That's what we are looking for. And then in this thing, for that to work also, we have to leverage on something which is technology. And this is why we have here one of our
dear specialist, which is Amil Aneja, who is the lead specialist migration and remittance and at the UNCDF. Amil, I have a few questions for you, and all of them, they will lead to the financial inclusion of the migrants. I think this is very key if we want really to leverage on remittances and then unleash the potential of remittances. What are you doing in terms of, in the field of remittance, and then how do you see the future of remittance in Africa to be very impactful on the continent? Amil, you have the floor. Mamadou, thank you so very much. And I think to all the panelists who have spoken before me, they all have raised very pertinent points. And if I may also take an opportunity to be able to bring those points together in these remarks, I think that would really bring the point home. Just taking a step back here, we do have about 280 million migrants, almost 85% of whom have migrated for economic and voluntary reasons. Almost 50% of whom are women. Migrants end up sending almost $715 billion back to their home countries. From Africa itself, 50 million plus have migrated. Africa receives around $50 billion in remittances. Globally, more than 50 countries, 5% of the GDP of those countries is dependent on migrant remittances. More than 29 countries globally have seen 10% of their GDP being dependent on migrant remittances. And that, I think, is reflective of this discussion here today as well, of why these flows are so significant. Even with the increase in migration over the years, and I'm talking about Sub-Saharan Africa as well, while FDIs have gone down, and it was shared as well in the discussion today, we have seen the remittances that have continued to increase irrespective, to be able to ensure that when there are productivity shocks, that there is a buffer, that it continues to support the balance of payments, that it continues to support and limit the likelihood of current account deficit. But I think what we may have missed out oftentimes as part of this conversation often is that these are migrant money flows. These are the P2P flows. These are the flows that are actually sent by people to people so that they can facilitate their own sustainable development, to be able to invest in education, health, utilities, to be able to invest in their own livelihoods and their own financial resilience long term. And I think as part of that bigger conversation, one thing that we all must be asking is, what are we solving for? For whom are we solving for? And with whom are we going to be able to solve it? So what are we solving for is increasing the flow of this foreign exchange, this critical foreign exchange remittances to the respective countries that are highly dependent oftentimes. We are working for and solving for the needs of migrants to be able to facilitate affordable access to formal financial system for migrants and their families. And we are solving it with the regulators and the private sector partners in our respective countries, be able to align their incentives in consideration of the risks and the maturity of the financial market infrastructure that exists within those markets, acknowledging the fact that we still have significant remittances to our countries coming through the informal channels. So how can we really ensure the role of the private sector, the role of the regulators to be able to facilitate the transition from informal to formal channels in a manner which is affordable, in a manner which is facilitating, strengthening the agency of migrants and their families at the end of the day. And I think in that broad context, it would be helpful for us to understand the issue from an ecosystem level, from an institution level, and then from the product level. So when we talk about ecosystem, we need to acknowledge the limiting policies and regulations that still exist within the environment in which private sector is operating. We need to acknowledge the constrained financial market infrastructure that is yet to be developed, is yet to be matured in the respective markets, that is again limiting the role of private sector to sort of convene, scale the products
that are meeting those ambitions of the migrants and their families. And then we also must acknowledge that there is very limited data oftentimes at a transactional level, sex disaggregated level, that we do have on remittances at this point of time. Those are the constraints that we are dealing with when we are talking about the ecosystem. Then we do have the institutions. Our institutions oftentimes are legacy public sector banking infrastructure that are still trying to sort of emerge from their legacy and trying to sort of meet and challenge or be challenged by the technology-based financial institutions or the fintech, institutions that are really trying to challenge these legacy institutions at the end of the day. So how can we ensure that these institutions that still play a very critical role in the markets where we are operating, that they are comparatively more conscious, that they have, even though consciously not been exclusive of the low value segments, but have also not necessarily been inclusive of them? How can we ensure that those institutions have a better understanding to reach women? How can we ensure that these institutions are not worried, are not stressed about partnering with the fintech institutions or with other institutions that have better understanding of these low value segments? And then at the product level, we need to ensure that we are able to understand the transaction data better, that we are able to ensure that we do research in a manner that the products are designed to meet the financial and physical needs of the migrant men and women, and that we are able to do that in a manner that is commercially viable and sustainable. And I think as part of that structure, if we look at it, we see today three types of institutions or three types of challenges that these institutions, depending on the market and the constraints within those markets that these institutions are actually operating in. Either they are trying to sort of ensure the challenge around access, and access not just to be able to send money through formal channels, but through affordable channels, which often happen to be digital, which reduce the cost of operating cash and reduce the cost of compliance oftentimes. But access is not just about sending money. Access is also about receiving money in formal channels and digital channels, so that then you are able to better send it through digital channels again. And many a times migrants don't even end up receiving money in the formal channels, let alone us raising that expectation of them being able to access formal channels to send money back home. Then the issue comes, how do we develop the trust within these platforms that we are developing? The trust for the migrants to not just have one transaction relationship with these digital platforms, but the trust to be able to use these channels and these platforms for other transactions as well. Whether they are able to open a bank account, whether they're able to pay for their utility bills, whether they're able to send and receive money in their local economies, whether they're able to spend money through their wallets in the local economies. And then once we have ensured that set of usage, then how can we ensure resilience is equally ensured, as was raised by a colleague from IOM as well? How do we ensure that savings, deposits, credit, insurance, pension products are equally available based on the data for us to be able to expand the market competition, the role of private sector, for us to expand the types of products and services that have traditionally been made available to meet those physical and financial needs of the migrants and their families. So I think utilizing remittances as a significant flow that it is, as a way to deepen the financial sector, as a way to improve financial access, as a way to transition this journey from financial access to inclusion to resilience, continues to remain a steep challenge, but an equally big opportunity. And there is no better flow that is already reaching at the household level that can meet those needs at the household level, and also for the macro economy and the role that it might play to stabilize some of the financial issues that a country might face oftentimes. With that, Chair, I'll give the floor back to you. Thank you so much. You have touched on a very important thing. Thank you so much. You have touched on a very important thing. It is that remittance, it is a BP, and it goes from household to household. If you have to build anything, you have to
take that into account. And it is at that level that if you bring them on board and provide them some additional services, some additional products, it is when you will be starting now to build and then to really get to where you want to be in terms of making these remittances more impactful. Thank you for the contribution. I would like to thank all of our panelists once again. But before we have the second round of questions, avant d'aller vers la deuxième partie, j'aimerais essayer de voir si au niveau de l'assistance, il y a des gens qui voudraient avoir des questions, poser des questions ou bien soit pour des précisions ou bien vraiment des questions nouvelles, des choses qui n'ont pas été abordées. Est-ce qu'on a des questions? Sinon, je pense qu'en ligne aussi, nous avons quelqu'un qui voudrait intervenir. Professor Jibril Fall, who is based in UK. Jibril, are you with us? Thought, because our colleagues here, they talk about something which is related to diaspora contribution, the diaspora fund, the diaspora investment. I think at the AU level, we have already developed some instruments that are related to that. And Professor, you would like to come on board, please? Les techniciens, est-ce que vous pouvez lui permettre de prendre la parole? Jibril, OK. On prend une question ici en attendant. Jibril, on essaie de régler. Jibril, we are trying to solve your issue. Then I will come back to you. Allez-y. Bonjour, c'est Mouna El Jawari, Système Nations Unies, République de Guinée. Donc, merci beaucoup pour les présentations. C'est deux thématiques très intéressantes et qui sont sous la thématique de la finance innovante pour appuyer à la réalisation des ODD. Donc, j'ai une question à Monsieur Lo et Monsieur Touré. Vous avez parlé de la charge et de la complexité de préparer les accords PPP. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le gouvernement du Sénégal a négocié probablement un exemple d'un PPP? Quelles étaient vos leçons apprises et vos recommandations pour les pays qui veulent aller sur cette voie? Et vous avez cité le terme un bon PPP. Et à votre avis, quel est un bon PPP? Quelles sont les choses à éviter pour qu'on puisse apprendre de ça? Merci. Merci beaucoup. Alors, je crois que la question est beaucoup plus pour Monsieur Lo, qui va quand même essayer de répondre à cela, à cette question. Donc, notamment sur... Allez-y. Oui, merci pour cette question, ou pour les deux questions, mais je pense que moi, j'en aurai pour mon collègue Touré et pour le reste sur le sujet des transferts quand même. C'est un sujet très important et les chiffres parlent. Voilà. Sur comment, en tout cas en termes d'enseignement, sur le fait que les PPP, c'est à la fois complexe, mais les acteurs déjà qui interviennent n'ont pas les mêmes moyens. Entre un État qui négocie avec un privé, surtout c'est des entités privées qui ont beaucoup de moyens, qui ont une expertise très forte, c'est leur cœur de métier. Voilà. Ils viennent avec les meilleurs cabinets du monde et ils travaillent avec ces cabinets partout. Donc, il y a une sorte d'asymétrie, on va dire, de pouvoir ou en tout cas d'équilibre qui n'est pas là. Donc, en termes d'enseignement, pour aller court dans notre nouveau cadre, ce qu'on a fait, on a dit il faut compléter notre capacité pour faire face à ces gens en ayant ce qu'on appelle un organe expert. Et ça, je pense que les pays qui ont eu du succès dans les PPP, ils ont ce qu'on appelle un PPP unit. Voilà. Mais ce PPP unit, pour en faire un succès, il faut avoir des experts réputés et ça suppose avoir la capacité et les moyens financiers d'attirer ces experts et de les retenir parce que c'est un domaine très pointu. Voilà, parce qu'on parle d'investissement à long terme et des contrats qui ne sont pas faciles. Donc, nous, on a renforcé aujourd'hui notre cadre, voilà, pour pouvoir faire face à ces défis. Maintenant, sur le passé, sur les dossiers, il y a une entité d'exécution telle que l'APIX, voilà, qui a porté pas mal de projets dans des infrastructures. Dans l'énergie, c'est Sénélec, donc comment on l'appelle?
la société d'électricité. Voilà, donc ces entités assistées avec des appuis des bailleurs, on fait face à ces privés, mais souvent ce n'est pas suffisant. Il faut développer une capacité interne en ayant un organe expert très fort. C'est le pari que nous avons pris dans la nouvelle loi PPP. Et cet organe expert donc, est en train de recruter. Et pour vous dire, on a déjà recruté un expert juriste interne, voilà, qui est un Sénégalais, un expert juriste qui nous vient plutôt financier, qui nous vient de la Tunisie. Voilà. Donc, on est en train de tirer les meilleurs de l'Afrique pour faire face à nos ambitions. Donc, vraiment, il faut mutualiser les ressources côté puissance publique. Ça, c'est du point de vue capacité pour s'assurer un bon PPP. Parce qu'il y a le cadre, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, il faut, après les hommes, c'est eux qui complètent le cadre parce qu'il y a un peu de subjectivité, c'est du projet par projet, ce qui est nécessaire et doit être fait. Maintenant, sur qu'est-ce qu'est un bon PPP? La réponse est que ça dépend. Voilà. C'est pour être simple, mais pour faire un bon PPP, j'ai parlé des ingrédients qu'il faut. Voilà. D'abord, il faut un cadre réglementaire très clair. Voilà. Deuxièmement, l'élément central, c'est la planification qui permet d'identifier. Et c'est là, les économistes, vous avez un rôle central. Voilà. PPP rime avec long terme. Il dépasse les enjeux de court terme ou d'engagement politique moyen terme. Parce qu'on est sur une infrastructure qui transverse les générations. La question principale, c'est est-ce qu'on paye plus ou on paye moins? Est-ce qu'on s'assure qu'on se donne des clauses de rendez-vous pour apprécier les choses que nous n'avons pas pu prédire? Il y a des choses que nous pouvons prédire avec certitude et on alloue les risques. Dernier élément, c'est un bon PPP suppose déjà qu'il y ait un privé qui a de l'appétit et qui a la capacité de supporter le risque qu'on lui transfère. Si ces ingrédients sont là, avec une bonne capacité de structuration et surtout la préparation, et c'est pour ces raisons souvent PPP, les gens disent c'est préparation, préparation, préparation. C'est-à-dire c'est la préparation, donc ce sont les hommes qui en feront bon ou mauvais. Voilà. Et après, quand c'est successful, on en parle. Quand c'est mauvais, on attaque les PPP. Mais le mérite qu'a les PPP comparé au marché public, quand un marché public est mauvais, personne n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'entité privée qui exploite ou qui a investi. Voilà. Les PPP nous imposent très en amont d'une discipline de se réfléchir sur le long terme tout ce qu'il faut pour partager les risques. Et ça a un coût en amont, c'est sur la préparation. Donc, pour faire un bon projet, indépendamment de PPP, ce qui est valable pour un bon projet est valable pour un bon PPP, il faut une bonne préparation, donc de la planification, une sélection et une bonne mise en œuvre. Merci beaucoup, Et j'ai une question pour M. Touré, je m'excuse, ou en tout cas sur les gens qui ont parlé sur les transferts d'argent en tant que levier de financement, notamment dans les infrastructures, qui est quand on voit la manne financière, ou en tout cas autre que la consommation ou la question que j'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un gap ou un besoin qui est là? C'est-à-dire comment, au-delà des montants, voilà, de ce que cela couvre, voilà, est-ce que la manne est assez profonde pour aller dans les infrastructures? Ça, c'est la première question. Deuxième question, notamment dans le cas du Sénégal, où j'étais quand même très surpris de voir qu'il pèse autant dans les transferts. Est-ce que vous avez l'ordre de grandeur par rapport au nombre? Est-ce que ce n'est pas juste un effet nombre de personnes? Parce qu'on représente 40% pratiquement des envois. Est-ce que nous ne sommes pas plutôt les plus nombreux immigrés? Voilà. Ou bien est-ce qu'on est plus généreux ou ainsi de suite? C'est juste peut-être à titre de réflexion. Voilà. Mais j'étais surpris. Je pensais que c'était les Maliens voilà, qui étaient voilà, dans ce domaine-là. Je vous remercie. Tout à fait, monsieur Lo. Je crois que vous avez posé une question sur, en fait, qui a un lien beaucoup plus à l'investissement de la diaspora plutôt que réellement les transferts de fonds en soi. Alors, avant de passer la parole à M. Touré, on va essayer d'écouter M. Fall, qui effectivement travaille dans ce domaine-là et qui a, comme je l'ai dit récemment,
qui a travaillé sur ce qu'on appelle le Diaspora Investment Fund, qui est quelque chose qui est au niveau de l'Union africaine. Jibril, happy to have you back. So we are discussing about the issue of contribution of diaspora to the economic development. So I know that you have worked with the African Union recently, and also we have very document that is already there to really enable this and channel these funds. So what do you have to share with us today with regard to the Diaspora Investment Fund, and beyond that, how diaspora are really able to contribute to the economic development in Africa? Please, I would be very harsh on you to tell you that you have only 5 seconds. Okay, thank you so much, Amadou, Mr. Cisse, and thank you to all the panelists. Yes, the need for different forms of investment in Africa, the need is self-evident. And the need for diaspora investment in Africa have been recognized for a very long time. The African Union, the heads of states and government in 2012 made a declaration that they would develop a legacy project on African diaspora investment. Although it took a long time before it could really start flying, the technical work started in 2018. And I had the privilege and pleasure to lead that work. And that's on creating a legacy fund on African diaspora investment. By May of 2019, we had made a proposal to the African Union that perhaps one should be brave and start something quite innovative to tap into something, Amadou, that you've also spoken about at different places. That is the diaspora finances that is not coming to Africa right now. So we talk about remittances. The remittances are coming to Africa, but diaspora savings are remaining in the country, in the host countries are not coming. So we propose the setting up of what is called the African Diaspora Finance Corporation. Having gone through the consultative and regulatory process, we were pleased that at the AU Summit in February of this year, it was endorsed. And I have used the chat box to send a link to it. In the last minute or so of my intervention, let me just give a summary of what are the components of this African Diaspora Finance Corporation. The implementation will take 2 stages. The first stage would be to set up the first product, which is an innovative finance product, and to set up 2 legacy projects, a perpetual endowment fund and a trust fund. That's phase 1. Phase 1 is product number 1 and the legacy institution, an endowment fund and a trust fund. And the second phase is to set up the 2 remaining diaspora finance products. And those 2 remaining diaspora finance products, I won't go into any detail, are diaspora bonds and diaspora mutual funds, but at a continental level, so that a small country like Djibouti or Gambia or Cape Verde can be assisted by a DFC to issue these funds, either a bond or a mutual fund, to access all diaspora, including the historic diaspora, and of course, Friends of Africa impact funders, rather than them trying to do it themselves. The first phase of the implementation is to implement an innovative finance mechanism called RemitAid, which is a form of remittance match funding and micro contributions. Many people have spoken about it and thought about it for a long time, and we are pleased to say that this, we think, would be the first time to implement it. And it means this amount of money that the Africans, say in Netherlands, send to Africa, we know how much it is through formal means. They have already paid their taxes to the government of Netherlands before that. And if they were to give that money to a charity that fed people in Africa or educated people in Africa, there would have been a tax rebate.
But because it's going home to home, person to person, there isn't a tax rebate. To equalize this disparity and many other macroeconomic and development reasons, the argument is let's then have a match funding. So the government that participates would give a match funding depending on the remittances sent by Africans from that country. But this match funding goes to a pool, and that pool, the bulk of it goes to the Perpetual Endowment Fund, which is invested by African financial institutions, from AFS to Afreximbank to FIDA to many of these, who invest in ethical and impactful projects in Africa. It's only then the income that is earned from it is what's going to the development trust, which will disburse funds in forms of grants and co-investment on a whole range of different topics. In essence, that's the proposal. In essence, after a long gestation period, we're now at the period of implementation. So thank you so much again, Amadou, for the opportunity to join you. The link to all of the documents have been sent in the chat box, and we hope through this partnership between the AU, UNECA, IOM, many other partners, that in the coming weeks, we would have opportunity for more discussions on the implementation pathway. Thank you, and over to you. Thank you, Jibril. I think you've done a very good job to summarize this very important document, and then this is a work that has been going on for so long. To summarize it in a very few minutes, as you've mentioned, hopefully we'll have the opportunity, and definitely we'll have the opportunity to talk more about this this new instrument that I am convinced that will make difference in Africa. Thank you so much for your contribution. And we have a question here. Monsieur, vous avez la parole. Si on peut être très bref, parce que je crois que nous sommes un peu pris par le temps maintenant. Monsieur, si c'est pour confirmer, allez-y. D'accord, donc je vais essayer d'être bref. En deux mots, est-ce que dans les statistiques, il y a les crypto-monnaies? Et quel est l'impact des crypto-monnaies sur les transferts, la stabilité, etc. Merci. Merci beaucoup pour cette précision. Oui, derrière vous, Madame Sarr. Merci, Monsieur Cissé. Merci les panélistes. Bon, ma question est relative au transfert sur le circuit parallèle, à travers les circuits parallèles. C'est vrai que c'est très important la manne financière des envois de fonds, 10% du PIB, mais beaucoup passent par les circuits parallèles. Et il y a deux contraintes. Il y a le coût du transfert qui est très cher, et puis il y a aussi la non-possibilité de pouvoir épargner. M. Fall a parlé de l'épargne qui est là-bas. Ce qu'on envoie, c'est juste pour les besoins de consommation de leur famille et les besoins d'investissement en immobilier. Maintenant, quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour réorienter cette épargne vers des investissements productifs des projets naturels? Merci beaucoup. Nous avons une main levée derrière. Bonsoir. Allez-y, oui. Bonsoir. Je m'appelle Bousso Sall. Je suis au ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Je suis au ministère de l'économie numérique et des télécommunications, agent à la CPM, cellule de passation de marché. Oui. Bousso Sall, je suis au ministère de l'économie numérique et des télécommunications comme gestionnaire comptable. C'est à la cellule de passation de marché. Tout à l'heure, M. Touré, vous parlez des transferts de fonds. Moi, ma question, c'est comment faire? Le problème de nos populations aujourd'hui, c'est que on a un problème de formation, mais surtout des formations capacitantes. Quand vous parlez de transfert de fonds, que par exemple, tout ce qui est transféré au Sénégal est destiné à la consommation.
on sait que pour la plupart des excusez-moi, pour la plupart des migrants, leur population, surtout au Sénégal, leurs familles sont dans la zone rurale. Et on sait que dans la zone rurale, presque il n'y a pas de travail, beaucoup ne travaillent pas. Plus de 50% de la population aussi est dans la zone rurale. Donc, pour que les migrants, tout ce qu'ils envoient, vont être destinés à la consommation parce que un migrant, en général, au Sénégal, nourrit presque plus de 10 personnes dans une famille. Donc, tout ce qui va être envoyé sera destiné à être consommé. Alors, si dans ces zones rurales, on forme ces personnes qui, même si le migrant envoie de l'argent, ces personnes auront de quoi déjà vivre, mais cet argent envoyé va être plus réinvesti au lieu d'être consommé. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons quelques questions. Je ne sais pas sur la question de la... Oui, allez-y, M. Touré. Merci beaucoup, M. Cissé. Je disais que ça commence à faire beaucoup et qu'il serait bien que je commence à donner des éléments de réponse. Merci pour l'importance que vous accordez au transfert de fonds. Donc, je vais commencer par professeur, c'est ça? Nos données ne prennent pas en compte la crypto-monnaie. Au niveau de la direction que je dirige, chargée des relations financières extérieures, on ne prend pas également en compte les données banques et les données comptes de monnaie électronique. Donc, les chiffres que je donne, c'est des chiffres auxquels il faut augmenter au moins 10% pour avoir les chiffres globaux. Donc, les données BCEAO que j'ai recueillies avant de venir ici sont d'à peu près 10 milliards au-dessus de ce que j'ai donné. Donc, les données que j'ai ici, c'est les transferts rapides d'argent qui sont faits par Western Union, par Money Express et par toutes ces sociétés-là, mais ça n'inclut pas la monnaie électronique. Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça peut servir au financement? Je crois que oui, si la réflexion est bien posée. Parce que déjà, l'étude de 2010 de la Banque mondiale montrait que le montant reçu entre 2000 et 2010 a quadruplé dans la zone UEMOA et que le Sénégal était en tête avec 47%. Pourquoi le Sénégal est en tête? L'explication qui est donnée dans cette étude, c'est que le Sénégal a une plus grande partie d'émigrés dans la sous-région. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? C'est les conclusions de l'étude. Également que le Sénégal a des infrastructures qu'il faut, en termes, parce que j'ai parlé de Western Union, j'ai parlé de Money Express, j'ai parlé de tout ça. Donc, c'est ces données-là qui sont compilées. Maintenant, j'ai essayé de réfléchir, parce que avant de venir ici, j'ai essayé de voir la population d'émigrés au Sénégal par rapport à ces pays-là, mais je n'ai pas eu ces données-là. Je suis en train d'avoir beaucoup de sites sans les avoir. Mais je me dis que quelque part, même si on n'est pas même si on est à même niveau d'émigrés, parfois l'aspect sociologique peut jouer. Est-ce que le Sénégalais, est-ce que ces nationalités ont tous les mêmes sociologies en matière de transfert à leur famille d'origine? Il faut qu'on l'inclue dans... Ce n'est pas une analyse dynamique seulement, il faut qu'on mette la sociologie dans l'analyse. Il y a des populations qui sont moins enclins à renvoyer à leur famille que d'autres populations. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Toujours est-il qu'une bonne dynamique est conservée depuis 2000, parce que de 2000 à 2010, l'étude de la Banque mondiale a montré comment ça a augmenté. Et l'étude que nous avons faite au niveau de la DMC de 2010 à maintenant a montré que de 2010 à maintenant, le montant global par année a augmenté de plus d'1 milliard. Donc, ça montre comment c'est important, comment ça évolue et comment, de manière restructurée, si on pose la réflexion correctement, on peut en faire des sources de financement durable. Parce que c'est ce qui manque à nos économies, les ressources longues. Les ressources longues, c'est un grand problème pour nos économies. Je participe au Conseil national du crédit, je vois comment nos entreprises peinent à avoir des ressources longues. Le système bancaire est là, elles préfèrent acheter des titres d'État ou bien constituer des réserves excédentaires à la Banque centrale que d'investir dans des investissements longs. Donc, il faut qu'on pose la réflexion, qu'on essaie de voir, parce que, comme vous le dites, seul l'investissement long permet réellement de booster une économie. Donc, je pense qu'il y a matière à réfléchir par rapport à ces données-là. C'est vrai, madame, que
je disais que combien de pourcents allaient à la consommation, c'est des familles démunies. Hein. Ça, on n'en disconvient pas, mais ce n'est pas que des régions démunies. Parce que quand on a fait la répartition par région, la région de Dakar, je ne veux pas dire que ce n'est pas une région pauvre, hein, mais la région de Dakar vient en deuxième position en termes de réception de fonds des migrants, après Kolda, devant Matam. Donc, on doit pousser la réflexion. Et ça, ce n'est pas seulement par rapport au fonds des migrants, mais c'est par rapport à nous-mêmes, notre sociologie, notre manière de fonctionner. Même nos salaires que nous percevons, quelle est la part de notre salaire que nous affectons à l'investissement et quelle est la part de notre salaire que nous affectons au fonctionnement. Faisons la réflexion micro à notre niveau pour voir et étendons-la après. Les migrants envoient juste pour consommer, pour entretenir leur famille. Et c'est sûr que ceux qui ont un niveau intellectuel parmi eux peuvent penser à acheter des obligations d'État, peuvent penser à investir dans des sociétés, peuvent penser à acheter des actions dans certaines structures. Mais ceux qui n'ont pas le niveau, et ça repose le problème que j'ai entamé et que j'ai abordé au début de mon propos, c'est le capital humain. Il faut qu'on forme les gens, il faut que les gens aient un minimum d'esprit entrepreneurial. Si on ne l'a pas, on met tout en consommation. Acheter une voiture, ce n'est pas de l'investissement. Et aujourd'hui, vous tous, vous allez commencer à travailler. Le premier réflexe, c'est d'avoir une voiture. C'est un actif, mais ce n'est pas de l'investissement, ça consomme. La voiture consomme. La maison que vous construisez pour vous-même, ce n'est pas un investissement, c'est un actif, ça consomme. Parce que vous allez l'entretenir, vous allez payer le courant, vous allez prendre la bonne, donc tout ça, faut qu'on revoie encore notre manière de penser investissement. L'investissement, c'est ce qui rapporte. Quelle que soit la beauté de la chose, quelle que soit sa valeur, si elle ne nous rapporte pas du jour au lendemain, ce n'est pas un investissement. Donc, ça demande un niveau intellectuel. Ça demande de la formation, ça demande de la capacitation et ça demande de l'accompagnement. Et je pense que l'État du Sénégal a compris cette chose en créant, il y a de cela plus de 10 ans maintenant, le Fonds d'appui à l'investissement des émigrés, le FAISE. Quel est le résultat? Là, on peut en discuter après, mais les autorités en ont pris conscience et l'ont créé pour accompagner un peu les émigrés. Et je disais en termes de solutions, M. Cissé, qu'il y a des pistes de solutions. Parmi les investissements, nous avons vu que les émigrés sont très actifs en matière d'immobilier, en matière de construction. Et nous avons aujourd'hui, au niveau de l'État du Sénégal, un patrimoine immobilier extraordinaire qu'on peut mettre en valeur. Le Maroc l'a fait et je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas le faire. Le prérequis est déjà fait. À travers la comptabilité nationale, le bilan d'ouverture dans la nouvelle comptabilité, nous avons déjà fini de faire le recensement des immobilisations de l'État. Tout ce qui est bâtiment à Dakar appartenant à l'État, nous l'avons déjà maîtrisé. Et le travail continue. Et je pense que ces immobilisations de l'État pourraient être confiées à des organismes de placement collectif immobilier gérés par des privés purs et dire qu'ils ne seront pas dans la politique, qui vont les mettre à la disposition des émigrés contre paiement de loyer par l'État sur une période. Ça, c'est un investissement long. Les émigrés, nous pouvons leur parler, sont nos frères, sont nos sœurs. Il nous est plus facile, à mon avis, de parler à un émigré, de lui faire comprendre l'importance de la chose que d'aller convaincre quelqu'un qui n'est pas un étranger. Donc, si nous arrivons à les convaincre qu'ils mettent leurs sous dans ces investissements longs-là, je pense que ça peut porter. On peut également, l'État peut également émettre des titres. Il en a parlé, M. Fall, des titres diaspora. Ça a été fait dans certains États, ça a porté, pourquoi pas. Et dans certains États, on est allé maintenant jusque dans la budgétisation, avoir des budgets de financement innovants. Le Maroc a levé 12 milliards dernièrement en financement innovant, budgétisé dans son budget. Donc, on devrait penser à cela. C'est des fonds qui, d'un point de vue économique, on peut avoir la croissance. C'est le débat qui est toujours posé. La croissance, le bien-être. C'est indéniable, il faut de la croissance. Mais comment booster le bien-être si les fruits de la croissance ne sont pas rapatriés ailleurs? Si les fruits de la croissance restent, nous pouvons avoir le bien-être. Et nous savons, et vous savez que les fonds de ces émigrants-là, les investissements des émigrants, c'est pour ici. S'ils font des bénéfices, ils ne vont pas les transférer en Europe, ça va rester. Donc, je pense que c'est un instrument sur lequel on devrait bien pousser la réflexion et discuter avec ces gens-là, les convaincre
de mettre les sous dans des projets structurants de l'État. J'ai parlé dans ma présentation des émigrés du Nord qui construisent, qui ont des associations très structurées, qui construisent des écoles, des centres de santé dans leur village. Et je ne vois pas pourquoi un élu local qui est dans la localité, le maire ou le président du conseil départemental ne pourrait pas travailler avec ces gens-là de sorte à leur proposer des projets locaux. Ils seront très preneurs des projets locaux de développement. Ils mettront leurs sous et d'année en année, on va les rembourser. Mais c'est un mode de financement auquel moi je crois et je pense que la réflexion, si elle est bien posée, ça pourrait donner quelque chose. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Touré. Je crois que nous sommes un peu rattrapés par le temps. Alors, je vais juste une exception puisque c'est une dame. Donner une dernière... Oui, très vite, madame, comme ça, nous allons conclure. D'accord, c'est juste une question. Merci beaucoup pour votre présentation. Rapprochez les micros. D'accord. Sendai Diouf, étudiante en licence 3 en sciences économiques de gestion et commerce à l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse, campus de Fatick. Ma question va plutôt concerner M. Touré sur les transferts. Et je voulais demander, par rapport à ces migrants, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de l'État, puisque vous avez dit que ces transferts vont participer à la résilience des familles, à la construction de nouvelles structures. Est-ce que ces migrants, par rapport aux structures qu'ils vont construire, est-ce qu'ils vont attendre de l'État juste le capital humain pour la gestion de ces structures ou bien, si vous pouvez développer. Désolée, mais j'ai aussi, par rapport à ce capital humain dont vous avez souligné, à l'éducation, je voulais demander si l'État sénégalais fait vraiment le nécessaire pour assurer le capital humain, surtout avec les universités publiques, parce qu'on rencontre beaucoup de problèmes avec déjà le manque de... Bon, je vais pas foncer là-dessus, mais avec l'expérience de nos professeurs et tout. Et aussi, je pense que je vais venir sur la bonne gouvernance. Après ces levées de fonds dont vous avez souligné tout à l'heure, est-ce que vous pouvez assurer la bonne gouvernance ou bien, après l'assurance de cette bonne gouvernance, quels sont les indicateurs? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Touré, s'il vous plaît, juste 30 secondes pour donner quelques éléments de réponse, pas la réponse, mais des éléments de réponse. Merci beaucoup. Je voudrais dire à madame que nous sommes des fonctionnaires et que le fonctionnaire est un peu comme un soldat. Il a un domaine de compétences. Je suis directeur de la monnaie et du crédit. Il me sera difficile de parler de l'éducation. Il me sera également difficile de parler de la bonne gouvernance. Toujours est-il que il faut trouver le juste milieu avec les émigrés, mais également les intéresser à la chose publique. Les intéresser à la chose publique, c'est de voir déjà ce qu'ils apportent d'eux-mêmes. Je disais que dans la zone du Fouta, c'est des gens qui construisent des écoles, c'est des gens qui construisent des centres de santé et qui demandent seulement à l'État un médecin, un infirmier, une sage-femme ou un instituteur. Je pense que ces gens-là, l'engagement citoyen qu'ils ont, s'ils sont un peu encadrés, ils peuvent investir dans des projets longs de l'État. C'est l'idée en fait. C'est l'idée que je voulais soulever. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Je crois que c'est une question assez difficile également. Bon, j'ai le privilège de diriger l'Institut africain sur les transferts de fonds depuis un certain nombre d'années et je sais que pour avoir travaillé avec beaucoup de pays en Afrique, la question de la contribution des migrants au développement, c'est une question relativement complexe. Mais madame a posé une question et qui a fait allusion à cette question de donnant-donnant. Qu'est-ce que les migrants attendent? Je crois que ça, c'est en termes de conclusion, si nous voulons avoir des impacts, il faut bâtir la confiance. Et il en a parlé dans son introduction. Le point de départ, c'est la confiance. Vous avez parlé du cas du Maroc, on a été là-bas plusieurs fois, donc, mais tout leur modèle tourne autour de la confiance. En fait, la confiance entre le migrant, de façon générale, entre la diaspora et le gouvernement. C'est un socle important qu'il faut faire. De façon générale également, je crois que le potentiel, il est là. Mais il faut comprendre, quand on élabore des politiques, à quel niveau on joue. Vous l'avez évoqué, qu'est-ce que je fais de mon salaire? C'est la même chose. Quand vous ouvrez les ouvrages, certains sont des étudiants ici, mais quand on ouvre l'ouvrage en la matière,
la balance des paiements et vous définissez les envois de fonds et selon les trucs comme un revenu. Alors, si vous voulez faire une politique pour que ces revenus aient un impact, vous ne pouvez pas le faire avant que ce revenu parvienne à l'individu. C'est uniquement lorsque l'individu a ce revenu que vous allez influencer sa décision. La consommation, elle est importante, tout autant que l'investissement. Comment faire pour que cet individu change son attitude, change sa façon de vivre pour constituer une épargne qui lui permettra d'investir? Parce que si les ressources sont là, si ce n'est pas lui qui constitue l'épargne, c'est quelqu'un d'autre qui va constituer l'épargne. Parce que, comme vous l'avez indiqué dans l'étude, beaucoup va à la consommation, mais cette consommation, c'est une consommation de quoi? C'est une consommation pour la plupart, selon les ménages, de produits locaux. Par conséquent, ça soutient d'une certaine façon la production et naturellement, qui au niveau de la production va maintenant, qui dit production, dit paiement de salaire donc dans un autre secteur qui va donc investir. Ce n'est pas facile, il faut voir toute la chaîne, il faut regarder de façon macroéconomique qu'est-ce qui se passe en réalité dans la sphère économique pour essayer de voir quel est l'impact, quel est le meilleur impact. D'une façon ou d'une autre, quand vous regardez l'élasticité de la consommation, il y aura un impact. Le problème, c'est que quand vous regardez l'élasticité de l'investissement, il a un beaucoup plus grand impact. Une autre chose, quand l'individu n'a pas cette stratégie d'investissement et d'investir soi-même, l'individu va rester dans cette spirale où il faut que quelqu'un travaille ailleurs, m'envoie de l'argent pour que je vive. Plutôt que de dire, j'ai de l'argent, je fais quelque chose pour vivre par moi-même. Ce sont des principes qui sont là et qui peuvent être développés. Et vous avez fait de la publicité. J'ai aussi le droit de faire de la publicité peut-être. Moi, je ne vais pas payer. Vous, vous allez payer. Alors, c'est tout le travail de notre institut. Aider les pays africains à tirer profit de ces envois de fonds sous différents angles, en les aidant à développer des produits qui sont liés à ces envois de fonds. Mais un autre principe, c'est qu'il n'y a pas que cet envoi de fonds. Il faut connaître sa diaspora, il faut connaître le profil de sa diaspora. Et autre chose qui est très important, et ça c'est pour tous les pays. En réalité, quand on regarde celui qui envoie, il a déjà pris sa décision en envoyant l'argent. Faites ceci et cela. Vous n'avez aucun contrôle sur cela. Madame Sarr l'a évoqué. Quand il envoie, il y a quelque chose qui reste. C'est ça qui doit être votre objectif. Quand il a envoyé 200 et qu'il a laissé dans son compte bancaire 300, comment changer sa stratégie pour que ces 300-là, qu'il investisse dans ce que vous lui offrez, soit en diaspora bond, soit en ceci ou cela. On ne prend pas une décision sur ce qui est déjà fait et pour lequel il y a déjà une décision qui est prise. Il faut cibler le potentiel d'épargne que tous les migrants ont dans ces banques à l'extérieur. Il faut développer la confiance pour qu'ils aient la confiance d'investir dans d'autres produits que vous leur offrez. Ce sont des principes, et ce sont des principes que nous appliquons au niveau de l'Institut. Encore une fois, je voudrais vous remercier, Monsieur Lo, Monsieur Touré, pour votre contribution, vos contributions qui sont extrêmement importantes, d'avoir partagé le cas du Sénégal. J'aimerais aussi, thank you, Amil, my very good friend. We've been working on this, and I know that you've been working on this for so long. And then hopefully the impact of your work on Africa will continue growing. And also thank you to Naomi, who is online, and then for her contribution. Enfin, nous allons remercier l'IDEP. L'IDEP qui nous a réunis ici. L'IDEP et l'AEM qui nous ont réunis ici pour parler de ce thème important. Mais ce n'est pas pour clore le débat, c'est beaucoup plus pour l'ouvrir, pour savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et cela, ils ont pu le faire, ils ont pu nous amener ici grâce à nos amis du gouvernement du Sénégal, grâce à leur hospitalité, à leur teranga, comme on dit. Alors, merci beaucoup pour la République du Sénégal. Merci d'avoir facilité aussi ces échanges en espérant que dans un futur très proche, nous aurons la possibilité de débattre encore une fois.
Thank you so Merci, much. Monsieur Cissé. Merci beaucoup. Jarama. Merci, Monsieur Cissé.